Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce webinaire spécial alumni du MBA MCI, le MBA Marketing, Communication, Innovation de Vinci Executive Education. Comme promis, nous sommes avec Marie-Laure Durier. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Louis. Merci à toi de passer ce moment avec nous pour nous partager ton expérience avec un grand E, parce qu'on va bien sûr parler de ton passage au sein du MBA. Hein, tu es de la promo 2019-2020, mais également de ton parcours qui est déjà très riche. Je suis sûr que ça va intéresser nos spectateurs et nos auditeurs, en tout cas ceux qui peut-être nous retrouveront en replay. Vous savez que tous les webinaires du MBA, vous pouvez ensuite les retrouver sur la chaîne YouTube du MBA, donc dans la playlist Alumni, et également sur le podcast du MBA MCI qui s'appelle Let's Go Digital. Nous avons le plaisir d'avoir de nouveau été décerné, d'avoir été de nouveau déclaré numéro 1 du classement marketing digital donc de par Eduniversal. Ça fait maintenant depuis 2013 que donc le MBA est numéro 1 de ce classement. C'est à la fois un plaisir, un honneur, mais aussi, on va dire, une promesse renouvelée, celle d'atteindre systématiquement l'excellence. Et ça tombe bien parce que la transition est toute trouvée avec Marie-Laure, qui représente l'excellence, en tout cas une certaine forme d'excellence. Donc, Marie-Laure, commençons peut-être par le tout début. Toi, le MBA, tu l'as rejoint parce que tu cherchais à accélérer ta carrière. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qui est venu accélérer ce MBA? Alors déjà, je voulais vous souhaiter la bienvenue à tous les participants, hein, et puis merci Louis de me recevoir aujourd'hui pour pouvoir partager. Donc quand j'ai postulé d'abord pour rentrer dans ce MBA, c'est vrai que j'ai fait le tour un peu de tous les MBA du marché ou ce qui pouvait correspondre à ma demande à cette époque-là. Donc j'étais directrice commerciale France de Clarins, installée dans un poste depuis une dizaine d'années. L'impression d'être très confortable dans mon poste, mais il me manquait un peu ce petit challenge où à l'époque, on parlait beaucoup d'omnicanalité. Il y avait encore des segmentations entre ceux qui géraient la partie B2C, la partie B2B, le digital. Donc, je naviguais entre B2C, B2B, mais c'est vrai que cette partie digitale, tant qu'on n'est pas expert du sujet, on nous la donne rarement. Donc, c'est comme ça que j'ai abordé, que j'ai passé mes entretiens avec toi et Alexandre à l'époque. Et je me rappelle très bien de ce que vous m'avez dit. Le challenge que tu te mets n'est pas suffisant pour intégrer le MBA. C'était un peu pour me pousser dans mes retranchements en disant vois plus grand, vois plus haut. C'est pas juste reprendre un site e-commerce ou la gestion d'un site e-commerce en plus de ce que tu fais. Et c'est vrai que c'est vraiment la mentalité du MBA, c'est d'aller toujours plus haut et chercher un projet large, grand, qui va transformer en fait une situation ou voilà une position actuelle. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé dans ce MBA. Donc vous avez quand même bien voulu m'accepter malgré ma petite vision de l'époque. Oui, alors effectivement, j'ai des bons souvenirs hein, de cet entretien. Donc c'était avec Alexandre Stopnicki, l'ancien directeur hein, du MBA, qui intervient toujours d'ailleurs, hein, qui m'a transmis le flambeau, mais il intervient toujours au sein du MBA. C'est notre monsieur intelligence artificielle, sans surprise. Et à l'époque, il était monsieur chatbot. Exactement. Il est monsieur beaucoup de choses. Ça lui fera plaisir en tout cas d'avoir cette amicale pensée à son égard. Mais je me souviens très bien. Tu l'as bien résumé. Toi en fait, tu l'es toujours d'ailleurs, mais une experte de ton secteur, hein, celui de la beauté. Tu étais au sein d'une belle entreprise, d'une belle marque, Clarins. Le digital, tu le voyais effectivement comme un complément à ce que tu étais alors, mais peut-être pas comme un tremplin vers autre chose. Et justement, cette autre chose, c'est que, on peut le dire, hein, aujourd'hui, donc tu as monté une marketplace qui s'appelle la beauté française. Hein,
t'es la patronne de cette entreprise que tu as montée. Mais quand tu as rejoint le MBA, est-ce que tu avais déjà cette fibre entrepreneuriale? Alors, je pense que j'avais cette flamme d'entrepreneur en moi, mais pas révélée en fait. Et c'est ce MBA qui me l'a fait complètement ouais, éclore, sortir, je sais pas ce qu'on peut dire, mais je pense que les mois qui ont passé m'ont complètement transformée et m'ont poussé justement à me dire que si je le faisais pas maintenant, je le ferais jamais. Donc oui, c'est ce qui m'a effectivement poussé à me lancer, même si c'est un gros risque, mais je pense que ça nous prépare bien justement, ça nous donne une bonne vision 360 de tout ce qui existe dans le digital. Et oui, marketplace, c'est pas une petite chose, mais je pense qu'on va Exactement, on va en parler, mais donc c'est venu petit à petit. Hein, c'est que en fait ton projet professionnel il s'est construit petit à petit, et justement petit à petit de quoi? Est-ce que tu te souviens un peu des différentes étapes? Est-ce qu'il y a des cours marquants? Est-ce qu'il y a peut-être des enseignantes, des enseignants, même peut-être des camarades de promo? Qu'est-ce qui a fait que progressivement tu t'es dit mais en fait c'est ça que je vais faire? Alors, il y a d'abord eu le plaisir de travailler avec d'autres bah, trentenaires, quarantenaires, enfin, et puis toute génération, mais des gens qui avaient aussi eu un parcours professionnel. On se rend compte, enfin, on se rendait compte qu'on s'apportait beaucoup. Et les moments les plus forts, j'ai trouvé du MBA, c'était quand on devait travailler sur des je sais plus comment on appelait ça, mais Les IMCO. Les IMCO exactement, où on se mettait tous à bosser avec nos expertises, très dans le partage, et effectivement on apprenait beaucoup des autres aussi, en plus des cours. Alors j'ai eu des cours marquants bien entendu, des cours qui j'étais contente de le faire, je ne soupçonnais même pas être capable de coder ou d'être capable de faire marcher un petit robot ou voilà. Bon, je ne suis pas pour autant partie sur ce chemin-là. Et l'autre étape qui m'a révélée, c'est la thèse dont tout le monde a hyper peur. Et je suis sûre que dans ceux qui nous écoutent, il y a cette inquiétude par rapport à la thèse. Et si je peux poursuivre sur le sujet, Louis, Bien sûr. parce que j'ai accompagné certains des étudiants et à chaque fois ils me disent la même chose, mais je ne sais pas quel sujet prendre, mais je ne sais pas comment l'aborder et ça traîne en longueur. Et je leur dis toujours, surtout, prenez le sujet qui va vous construire vous et pas pour faire plaisir au prof. C'est pas parce que le prof il vous parle d'intelligence artificielle ou voilà, si c'est pas vous, si c'est pas surtout ne partez pas là-dedans. Cette thèse, vous allez y passer des heures et des heures et des nuits et des week-ends et des voilà. Je me rappelle encore, je n'avais pas pris de vacances cette année-là et pour autant j'ai pris énormément de plaisir à bosser cette thèse parce que c'était un sujet qui me plaisait. Et peu importe la note que vous avez au bout, vous avez une chance incroyable de vous spécialiser dans un domaine. Alors moi, évidemment, j'avais pris la marketplace. Hein. Alors au début, ça devait être plutôt marketplace B2C ou marketplace dans la beauté. C'était encore un peu flou. Et en fait, vous avez une autre chance qui s'offre à vous, c'est que par cette thèse, vous allez avoir accès à plein d'experts qui vont accepter de vous répondre, de répondre à vos questions, de vous enrichir et vous allez comme ça créer votre réseau dans cette expertise-là. Et ça, c'est aussi extrêmement fort. Voilà. Et donc, de fil en aiguille, en interviewant beaucoup d'experts, je me suis rendu compte que Marketplace B2B avait beaucoup plus d'avenir que Marketplace B2C, beaucoup plus générateur de chiffre d'affaires, que c'était pas encore très pris. En tout cas, il y avait personne sur la beauté. Et de fil en aiguille, c'est devenu un vrai projet professionnel. Voilà, à la fin du MBA. Écoute, merci Marie-Laure parce que vraiment tu me fais tout, hein, tu me fais les transitions. Mais alors je vais quand même préciser quelques termes. Donc les fameux IMCO, donc c'est EMCO, c'est le sigle en fait pour mission de conseil opérationnel. Donc en fait, ce sont
des cas pratiques qui nous sont donnés par des vraies marques. Donc les étudiants travaillent pendant quelques jours comme de vraies agences sur un vrai brief. Donc c'est toujours très stimulant, comme tu le dis, Marie-Laure, parce qu'en fait, il y a un côté, on saute dans le vide, hein, voilà, on saute dans le vide. C'est un bac à sable, bien sûr, on est toujours dans un contexte pédagogique, mais bon, on est face à des vraies problématiques et à des vrais clients, donc c'est toujours, en général, hein, les alumni, même les étudiants actuels, nous disent, c'est vraiment des moments forts dans la formation. Et la thèse professionnelle, donc la thèse professionnelle, je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand on vise l'excellence, quand on cherche à faire un billet, parce que on cherche soit à se reconvertir, soit à accélérer sa carrière, comme c'est le cadre le cas pardon de Marie-Laure, et bien il y a aussi des livrables d'excellence. Et la thèse professionnelle, ça fait partie de ces livrables. Alors ça nécessite du travail. Voilà, Marie-Laure, tu vas nous raconter un peu comment ça s'est passé, mais vous avez en fait 1 an, hein, la formation elle dure 1 an. Donc c'est 1 semaine de cours par mois pendant 1 an et vous démarrez votre thèse en fait dès quasiment le premier jour de la rentrée. Alors on vous demande pas de sortir la thèse tout de suite lors de la première semaine, mais le choix du sujet, le positionnement aussi qu'on va adopter par rapport à ce sujet, ben ça doit être central par rapport à son projet professionnel. Et tu vois, Marie-Laure, tu nous disais que ton sujet c'était autour des marketplaces. Tu vois, déjà il y avait l'intuition, tu vois, que ça serait porteur avec la suite, parce que j'imagine qu'au moment où tu as choisi ton sujet de thèse professionnelle, tu ne savais pas qu'ensuite tu te retrouverais à lancer cette marketplace, la beauté française. On est d'accord? Ouais, pas du tout. Et en fait, pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que dans la beauté et dans le luxe à cette époque-là, donc 2019, tout le monde déteste les marketplaces. C'est Amazon, voilà, c'est moche, c'est pas voilà, excuse-moi, mais c'est le monde du luxe déteste les marketplaces à ce moment-là. Et pourtant, on a un Tmall en Chine qui commence à s'adapter et à commencer à parler au monde du luxe, mais les marques regardent de loin mais n'y vont pas. Et je me suis dit, je vais essayer de craquer ce sujet parce que faire un lien entre le digital et la beauté, bah voilà, c'est un des sujets qui m'est apparu le plus en adéquation avec ces 2 projets, de continuer dans la beauté et d'affiner mon expertise en digital. Voilà. Et effectivement, petit à petit, à force de creuser le sujet, d'échanger avec des experts, de voir des modèles de marketplace concurrents, enfin ou de d'autres secteurs, bah, petit à petit, c'est devenu un vrai projet professionnel et voilà. Mais je le savais pas au début, c'est vrai. C'est assez incroyable. Je l'ai dit, Marie-Laure, donc tu es de la promo 2020. Donc ça fait 4 ans en fait que tu as quitté le MBA. On reviendra bien sûr sur peut-être tu vois les cours marquants, les intervenants marquants, les souvenirs qui te restent, mais peut-être parlons de ce qui s'est passé pendant les 4 ans. Donc t'as été diplômé en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé là? Tu vois, on est en mars 2024. Raconte-nous un peu ces 4 années. Waouh. Écoute, j'ai quitté le MBA mi-2020, j'ai quitté Clarins fin 2020. La marketplace a vu le jour. Alors la première marketplace, j'allais dire, a vu le jour en fin mai 2021. Et puis, la vie d'entrepreneur est assez dingue. Vous savez pas, enfin, il vous arrive plein de choses tous les jours, toutes les semaines. C'est pas un long chemin bien tracé comme quand on est dans une société. Il y a plein de choses qui se passent. Donc j'ai des tonnes d'histoires, mais une des plus marquantes et structurantes pour moi, c'est tout simplement que je suis partie avec une solution SaaS, donc une solution marketplace un peu comment dirais-je, quelqu'un qui fait un moule pour vous et puis vous vous adaptez dans ce moule. Et en fait, ils ont été mis en redressement judiciaire. Et donc là, vous prenez une première douche froide parce que vous vous dites, si ils sont liquidés, que devient ma marketplace? J'en suis pas propriétaire. Donc en fait, on se replonge dans les contrats. Il se trouve que le contrat me donnait la propriété pendant 1 an. Mais bon, ça m'a fait quand même réagir et je me suis dit, je peux pas rester comme ça. Ça a finalement été repris, mais de fil en aiguille, il s'est passé différentes choses et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai fait totalement recoder la marketplace et j'en suis propriétaire. Donc, j'ai plus de solution SaaS, je suis propriétaire du code. Ça a des avantages.
parce que vous allez beaucoup plus vite pour les développements, vous n'êtes pas derrière une solution qui vous dit j'ai 12 clients à faire passer avant vous, donc votre développement vous l'aurez dans 18 mois, parce que c'est un peu ça la vie du SaaS. Je vais pas me faire que des amis mais qui vont écouter ça, mais c'est la réalité. Et un autre point aussi, quand vous êtes entrepreneur, vous regardez toujours au niveau des investissements, est-ce qu'il faut lever des fonds? Et c'est vrai que on apprend aussi que quand on est propriétaire de sa techno, c'est beaucoup plus facile de lever des fonds, ou en tout cas, il y a moins de risques qu'une solution SaaS. Vous êtes propriétaire de rien au final. Donc les investisseurs, ils sont pas très chauds pour vous accompagner. Voilà. Moi, j'ai des tonnes d'histoires, mais ça c'est une des plus marquantes. Et ça, je l'ai appris, même si j'avais fait toute ma thèse et je connaissais toutes les solutions. Ça on peut pas le deviner. En fait, ça, il faut le vivre, il faut être mis face au mur pour réagir, et ça, c'est la force d'un entrepreneur, c'est d'être agile et justement de pouvoir rebondir. Mais il y a aussi un vrai plaisir à prendre ses propres décisions et à attendre ça de personne. C'est vous seul à la tête du sujet, donc voilà. Enfin bref, me semble-t-il que tu as travaillé avec des MCI. Oui, tout à fait. Oui. Et encore aujourd'hui, tu vois, j'envoyais un mail à Christina Weiss, je sais pas comment on dit. Oui, Weiss, bien sûr. On est très proches et on est en train de développer, quelque chose toutes les deux dans la beauté, voilà. Envoyer donc comme quoi, en fait, la force du réseau, hein, il y a ça, il y a le fait d'avoir trouvé des ressources et aussi des personnes avec qui échanger, et tu vois, même 4 ans plus tard, ça fonctionne. Alors on va revenir 4 ans encore une fois en arrière. Donc oui, il y a ta thèse professionnelle effectivement, mais est-ce que oui, tu as des souvenirs d'intervenants, de cours? Alors tu nous avais dit les IMCO, mais est-ce que tu sais que peut-être il y a des matières, il y a des thématiques, tu vois, des trucs qui encore te marquent aujourd'hui? Alors moi, le plus marquant, ça a été le SEO. Parce que d'abord, le prof est très marquant, en fait. Il est très, il nous pousse vraiment dans nos retranchements, et il est pas commode, j'allais dire. Mais il marque, et franchement, quand on se lance et qu'on est entrepreneur, en tout cas dans le digital, le SEO, c'est un passage obligé. Ça m'a beaucoup aidé à me positionner, à avoir des bons positionnements en ranking. Alors bon, il y a encore, je sais qu'il du coup, une fois, je lui avais demandé de l'aide et de faire travailler les étudiants pour qu'ils me fassent, puisqu'il y a ça aussi. Bien sûr. Les étudiants ont à rendre et on avait beaucoup bossé d'ailleurs dans le groupe sur ce SEO, parce que le dossier quand même prend beaucoup de temps, et donc j'avais suggéré de prendre le dossier de la beauté française, et donc je crois que les étudiants travaillent encore aujourd'hui. Certains m'appellent et je les aide avec grand plaisir pour travailler dessus. Donc tout n'est pas parfait en SEO, mais en tout cas on s'améliore, et c'est essentiel dans tout site e-commerce ou marketplace d'avoir un ranking, parce qu'on peut pas investir en SEO comme le font toutes les grosses boîtes. On reste tout petit en termes d'investissement, donc c'est plus compliqué. Donc la stratégie SEO est très forte. Donc ça, oui, c'est très marquant. Le point qui est pas un prof ou pas un cours, mais tu l'as évoqué, c'est le hashtag même pas peur. Je crois que je suis rentrée dedans dans le hashtag même pas peur dès la première semaine. Et ça me porte encore aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on est dans des grosses boîtes, on n'a pas notre mot à dire, en fait. On parle au nom de la société dans laquelle on est. On a l'impression qu'on est sous contrôle, ou qu'on ne s'appartient plus, qu'on n'est pas maître des mots qu'on va écrire sur les réseaux sociaux. Et je trouve que ça, c'est quelque chose, c'est un vrai déclic de dire je ne suis pas ma boîte, en fait, et j'ai j'ai mes mots, j'ai ma vie, et j'ai le droit aussi de dire certaines choses. Donc j'ai commencé à poster librement sur les réseaux, d'abord pour raconter. Donc je suis quand même quelqu'un d'assez
pas tout fou, enfin, je suis quand même raisonnée. Donc, je racontais pas mal ce qui se passait sur le MBA ou les choses qu'on pouvait faire. Et puis, petit à petit, on y prend plaisir. Et puis, à la fin du MBA, j'ai complètement rebifurqué sur mes sujets beauté et qui me font qu'aujourd'hui, bah voilà, en tout cas LinkedIn, j'ai une grosse communauté que je n'avais pas, puisque je crois que quand je suis rentrée au MBA, je me rappelle, j'avais 1800 followers sur LinkedIn et aujourd'hui, j'en ai plus de 12 000. Voilà, donc, Alors ben justement, Marie-Laure, j'allais en parler. Donc Marie-Laure, tu fais partie de la promo 2024 des Top Voice oui. de LinkedIn. Alors raconte-nous ça parce que alors pour contextualiser, donc les Top Voice en fait sont des utilisateurs LinkedIn qui sont distingués par LinkedIn pour leur activité particulièrement pertinente. Et donc qui présente de l'intérêt pour la communauté LinkedIn. Et donc le fait d'être Top Voice, bon, ça permet effectivement d'avoir un petit badge Top Voice, mais aussi, je crois, il y a un petit bonus sur la découverte et l'affichage des posts auprès de ceux qui ne sont pas en relation avec toi. Donc on va dire que c'est du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que toi tu contribues positivement à la communauté et puis en même temps LinkedIn te donne un bonus de découverte sur tes posts. C'est ça, il y a un algorithme qui est favorisé quand tu es Top Voice. Donc effectivement, ça m'est tombé dessus, j'allais dire début janvier, mais c'est un travail depuis voilà des années où j'essaye chaque fois que j'ai un sujet à partager, voilà, de le partager, de nourrir ma communauté, d'informer, j'y prends du plaisir et c'est vrai qu'il faut trouver un certain rythme. Donc moi je poste en tout cas j'essaye de poster 2 fois par semaine sur mon compte perso. Mais j'ai aussi un compte La Beauté Française où je publie aussi, alors c'est plus en lien avec la marketplace, mais également 2 fois par semaine. Voilà, parce que B2B, donc mon activité est en B2B, elle est avant tout LinkedIn plus que Instagram. Voilà, donc c'est un vrai choix Tu veux dire toi, Marie-Laure Durier, ou sur ta marketplace La Beauté Française? Bah les deux. Mon Hmm. activité a toujours été B2B et je suis plus à l'aise sur un LinkedIn où les choses qui sont racontées sont professionnelles, plutôt que de l'image, j'allais dire, qui est plus Instagram. Donc je me retrouve plus en fait dans LinkedIn qu'Instagram. Voilà. Quelle place d'ailleurs occupent les réseaux sociaux dans ta stratégie marketing? Bah c'est très fort. Je suis bluffée je mélange toujours les deux. Tu m'en veux pas. Pourtant j'ai eu les cours, mais inbound, outbound marketing. Alors je crois que c'est outbound. Tu vas me dire que non, c'est l'inverse. Enfin bref, je suis bluffée par le nombre de personnes qui viennent à toi quand tu publies, quand tu racontes, et t'as finalement pas besoin de faire de pub. Tes leads, ils arrivent naturellement, et c'est ce qui arrive aujourd'hui, voilà, et qui me nourrit. Donc oui, je suis très réseaux sociaux pour le coup. Ouais, Et alors, donc c'est le inbound, effectivement, c'est le inbound, tu vois, c'est l'inbound marketing quand tu fais venir à toi voilà. euh, tes potentiels futurs clients et tes consommateurs. Ce que je te confirme, tu fais très très bien. Euh, tu y passes du temps? Est-ce que d'ailleurs, est-ce que tu as des petites recettes à nous livrer? Est-ce que tu prépares tes contenus à l'avance? Est-ce que tu automatises ou est-ce que c'est quelque chose, on va dire, de très spontané? Alors au début c'était très spontané. Aujourd'hui je peux plus me le permettre, donc je programme et c'est vrai qu'il y a plein d'outils qui permettent justement de s'organiser, de publier, puisque l'algorithme il aime bien aussi qu'on publie à heure fixe, de Bien nous sûr. retrouver, voilà. Bah, si on programme pas, on n'est pas dans le jeu de l'algorithme, donc voilà. Donc il y a plein de petites astuces effectivement sur LinkedIn, mais je ne sais plus quelle était la question, mais oui, c'est programmé, Ouais, c'est organisé, c'est hyper important. Après, je te cache pas que de temps en temps, je décale des posts pour réinsérer d'autres choses qui sont plus fraîches ou qui viennent d'arriver, mais j'ai toujours quelque chose sous le coude à publier. Ouais, t'as quand même une stratégie éditoriale. Voilà, t'essaies ouais. et puis aussi d'optimiser ton temps parce que ton travail c'est quand même d'abord ta marketplace et pas les réseaux sociaux. Je veux dire, t'es pas créatrice de contenu, t'es pas influenceuse. C'est plutôt au Ouais. service de ton activité. Alors
Au démarrage, on y passe quand même beaucoup de temps parce qu'on a toujours oui. l'impression de pas écrire comme il faut, de pas avoir le bon visuel, de pas ceci, de voilà. Petit à petit, on se rend compte que finalement, les posts qui ont le mieux marché, c'est peut-être ceux où on y a passé le moins de temps. Donc, c'est vrai, hein. J'ai arrêté d'y passer trop de temps aussi. J'ai mon sujet éditorial, le sujet sur lequel, voilà, j'ai des petites techniques particulières, l'accroche, voilà. Et puis après, ça marche pas. Il y a des fois, on comprend pas pourquoi ça marche pas. C'est pas grave en fait. C'est comme ça. Mais il faut être présent. Alors, Marie-Laure, on a Thomas qui nous suit dans le chat qui nous dit, est-ce que il y a un outil que tu utilises pour t'aider justement dans cette planification éditoriale? Alors, Meta pour Instagram et Facebook, et tout simplement LinkedIn qui permet aujourd'hui de programmer ses posts à l'avance. Oui, Donc, c'est ça. En fait, tu peux en programmer autant que tu veux. Ça existait pas il y a quelques mois. c'est vrai. Et voilà, et ça vient de sortir, et donc ça aide Donc, beaucoup. tu fais directement en fait dans les options de planification des plateformes. Bon, Exactement, parce que si tu passes par, alors je ne sais plus, au MBA, je l'ai utilisé pendant longtemps. Buffer, tu avais Buffer. Buffer, tout à fait. Eh Et oui. Buffer ne te fait pas suivre les hashtags sont pas bons, et quand tu tags quelqu'un, c'est pareil, ça ne suit pas, voilà. Ouais, parfois effectivement les mentions sautent. Hum. Ouais, ok, très bien. Bon, écoute, voilà, Thomas a sa réponse. Alors, Marie-Laure, il aborde un sujet qui est intéressant parce que un des points aussi que j'ai retenu et qui m'aide beaucoup aujourd'hui, c'est tous les outils que vous pouvez nous donner. Et je me rappelle que dans notre groupe, dans notre classe, je sais pas comment on dit, mais on en avait un qui nous notait, qui nous avait fait un petit tableur avec tous les outils dont on nous parlait, parce que tous les jours, on doit nous en donner entre 5 et 10 nouveaux. Donc, il y en avait un qui était chargé justement de les catégoriser en fonction de ce qu'ils faisaient, et à la fin de l'année, on avait je ne sais combien d'outils à notre disposition. Voilà. Donc, il y a les classiques Trello, toujours très utiles, Notion, voilà. Enfin bon, vous en découvrirez. Je suis sûre qu'il y en a plein de nouveaux aujourd'hui. D'ailleurs, il y a des fois, j'aimerais bien être une petite souris pour reprendre les cours et revoir les nouveaux, parce que nous, on n'avait pas d'intelligence artificielle. Voilà, j'imagine qu'aujourd'hui, il y a des cours sur l'intelligence artificielle. exactement. Mais tu vois, Marie-Laure, tu me fais toutes les transitions, c'est impeccable. Parce que donc bon, on l'a dit, hein, ton MBA, donc tu l'as terminé en 2020. Mais qu'est-ce que tu fais pour entre guillemets rester à jour, ou en tout cas prendre de l'avance? Est-ce qu'il y a des routines? Est-ce qu'il y a peut-être des choses que tu as appris dans le MBA, ce fameux apprendre à apprendre, que tu continues à appliquer aujourd'hui? Parce que tu le sais, hein, et tu le vis tous les jours, le monde du digital, c'est un monde qui évolue très très vite, et quand on est justement dans un service à ce que tu fais avec ta marketplace, il faut que tu sois à l'affût, hein, de tous ces sujets et que tu les anticipes. Alors oui, le MBA m'a appris à apprendre. C'est vrai que c'est vraiment ça. Donc aujourd'hui, je continue avec un certain rituel. Tous les matins, j'écoute un podcast ou un cours YouTube, voilà, ou une intervention d'un entrepreneur qui raconte. Voilà, c'est important pour me nourrir, pour apprendre. Ça, de temps en temps, du coup, je me prends un screenshot d'un outil qu'il faut que j'aille voir, ou voilà. Et c'est toujours ça. J'ai gardé aussi les piges automatisées que vous nous apprenez à faire au tout démarrage d'ailleurs du MBA, et ça c'est génial pour pas être noyé dans tout ce qui nous arrive comme information tous les jours, et retenir que le meilleur, et y aller quand on veut en fait, récupérer ces données-là. Pour les posts, c'est hyper important, parce que quand il faut être organisé justement sur les posts LinkedIn, faut quand même avoir des sujets. Donc de temps en temps, c'est bien d'aller faire un tour en se disant tiens, il y a ça qui est un sujet d'actualité, je vais essayer de creuser le point et de faire un post dessus. Donc ça aide aussi. Donc voilà, j'ai encore perdu mon fil, mais non, attends, on est oui, très apprendre bien. À apprendre, c'était ça. Apprendre à apprendre, et puis les routines que tu mets en place pour continuer en fait, à apprendre, et puis à t'auto-former, parce que c'est ça aussi. Exactement. Hein.
Exactement. Mais j'adorerais retrouver en fait des alumni ou voilà sur des cours. Je pense que passe le message à Alexandre, mais il faut qu'il nous fasse un cours sur l'intelligence artificielle. C'est essentiel. Bah, Et d'ailleurs, j'utilise ChatGPT d'ailleurs. Tout le monde, il y en a beaucoup qui râlent. Et bah, tu vois, forcément, quand tu te lances avec ChatGPT, tu lui dis, peux-tu me faire ça? Bah, ton résultat, il sera pas excellent. Si tu apprends à utiliser ChatGPT en lui mettant le ton que tu veux qu'il emploie, les mots, les verbatims, etc., j'avoue que je suis bluffée, moi, du résultat qui sort. Alors, il faut toujours reprendre, mais ça donne quand même une base, assez incroyable. Enfin, moi, personnellement, je suis assez bluffée. alors Marie-Laure, dans le chat, tu as aussi une question d'Aminata qui donc revient sur le sujet des réseaux sociaux et qui dit mais comment tu as fait pour bâtir une communauté sur les réseaux sociaux est-ce que est-ce que c'est quelque chose que tu as imaginé ou ça s'est fait là aussi au fil de l'eau? Ça s'est fait au fil de l'eau. Vraiment, en fait, au début, on commence à poster, on a 5, 10 likes, et puis petit à petit, puis tout d'un coup, on a un post parce qu'on en fait, très honnêtement, plus vous allez donner de vous-même et vous montrer à nu, plus vos posts ils vont fonctionner. Et quand j'ai commencé justement à raconter ma vie d'entrepreneur, les difficultés que je pouvais avoir, c'est les posts qui à chaque fois fonctionnent le mieux. Dès que c'est un peu plat, dès que c'est plus je vous apprends la vie, bah en fait ils tapent Wikipédia ou ils tapent je ne sais quoi, ils vont trouver les informations, ils n'ont pas besoin de nous. Donc on n'est pas là pour remplacer Google, mais on est là pour mettre de l'émotion, raconter la vraie vie, dire comment c'est difficile d'être entrepreneur et que c'est pas vrai que on gagne 10 000 euros par jour et que voilà. Donc pour gagner vite des gens qui vous suivent, je pense que le maître mot c'est l'honnêteté, la sincérité et voilà. Il faut que j'aille brancher mon ordinateur. Ben vas-y, parce qu'on n'a pas envie de te perdre. Voilà, excusez-moi. Mais non, il n'y a pas de souci, Marie-Laure. Donc, écoute, merci. Écran, ouais. Merci Voilà. pour cette réponse. On va arriver bientôt à la fin de ce webinaire Alumni. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner peut-être à des gens qui nous regardent, soit en direct ou peut-être en replay, qui ont la trentaine, la quarantaine et qui aimeraient donner un coup de boost à leur carrière ou peut-être voir autre chose. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Sans parler du MBMCI, mais ce serait quoi le message que tu pourrais leur faire passer? Ça coûte au départ, hein. On se dit, repartir sur les bancs de l'école parce que c'est vraiment ça en fait. Oui, ça demande de l'effort, ça demande du travail, mais c'est tellement gratifiant, enrichissant, de par les personnes qu'on rencontre, de tout ce qu'on apprend en fait. On n'imagine pas. D'abord, ça nous fait nous poser aussi sur tout ce qu'on sait, parce qu'on se rend compte vis-à-vis des autres qu'on a une certaine expertise sur certains sujets, sur d'autres qu'on n'a pas, et justement, on est là pour se former. Et, et franchement, on a l'impression de vivre pour soi, en fait. C'est notre propre décision que de repartir sur les bancs de l'école, que d'apprendre. Et au final, c'est prendre du temps pour soi et bah, il y a rien de plus chouette dans la vie que d'arriver à faire ces petites pauses. Ça n'a rien à voir avec une formation qu'on peut donner dans les boîtes. J'ai eu beaucoup de formations d'une journée, de 3 jours, de ceci ou cela, mais partir sur les bancs de l'école comme ça, sur une longue durée, c'est génial parce qu'on reprend certains rythmes, certains réflexes, on réapprend, voilà, beaucoup de choses et encore plus pour notre génération. Je pense que les jeunes, ils sont très habitués justement à naviguer les réseaux sociaux, à apprendre par eux-mêmes. D'ailleurs, ils pensent qu'ils ont besoin de personne. Souvent, ils avancent par eux-mêmes et puis ils verront, c'est leur monde. Nous, on n'a pas été éduqués comme ça. En tout cas, on nous enseignait quelque chose qui était censé durer toute une vie. Et c'est plus le cas aujourd'hui. Donc, ouais, hyper important de reprendre cet élan, en tout cas pour repartir dans une nouvelle vie, surtout ouais à 35, 40 ans. Je pense que c'est le bon moment pour le faire.
Euh, Toi, donc, tu l'as dit, hein, quand as fait le MBA MCI, tu étais donc en poste chez Clarins. Et donc, quand tu n'étais pas avec nous donc pendant la semaine du mois à la semaine de cours, les 3 autres semaines, tu étais en entreprise, tu faisais ton poste. Et on sait très bien dans ce cas-là que en fait, il faut réussir à faire tenir en 3 semaines ce qu'avant tu faisais en un mois. C'est ça l'histoire. Hein. C'est exactement le deal, ouais. Pour qu'une société l'accepte, c'est de les rassurer en leur disant, vous inquiétez pas, ça va rien changer à mon job, aux équipes, personne n'y verra rien. La seule chose, c'est que je suis effectivement une semaine absente, mais toujours disponible le soir pour répondre. Donc oui, c'est très intense, mais très honnêtement, ça m'a apporté une semaine de bouffée d'oxygène dans un rythme qui était je vais pas dire le train-train quotidien, mais c'est tous les jours un peu pareil. Alors que là, cette semaine-là, c'était vraiment une semaine pour moi, voir d'autres têtes, m'enrichir d'autres choses. Non, franchement, ça donne plus d'énergie que ça ne demande de travail. Bien sûr, ça demande du travail, mais c'est plus fort en énergie que voilà. Et c'était intense. C'est ça aussi. Hein. Intense, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'était intense et dans les deux, on va dire dans les deux vies. Et j'ai envie de dire dans les 3 vies parce que il y a bien sûr le quotidien professionnel, toi à l'époque chez Clarins, le MBA, mais aussi la vie privée parce que il faut aussi que les proches nous suivent dans ce projet parce que la thèse professionnelle, on est bien d'accord que en fait c'est le week-end hein, et les vacances. Ouais, c'est ça. Moi j'ai pas pris de vacances cette année-là, c'était un choix, voilà. Mais que tu ne regrettes évidemment pas aujourd'hui. Non, bien sûr pas. Non. Puis bon, moi j'avais des plus grands enfants. Je sais pas quel âge ils avaient à l'époque, mais 16 et sûrement 15 et 16 ans. Voilà. Donc bon, ils sont plus à même de comprendre que des plus jeunes. Voilà. Mais j'imagine, ouais, pour des mamans d'enfants plus bas âge, une maman, elle est quand même très présente à la maison. Ouais. Un père, on lui pardonne tout, il a le droit de retourner bosser, mais souvent les femmes. Non, mais tu as raison. C'est pas des sujets si légers qui paraissent. C'est de s'engager dans un billet, en tout cas un billet tel que le MBA MCI qui, tu nous le témoignes, est quand même exigeant. Enfin, c'est aussi, en fait, c'est l'exigence qu'on se met soi-même. C'est l'exigence de son propre projet professionnel. Ben, ça nécessite aussi de faire des aménagements et ces aménagements, ils font aussi partie de la vie personnelle. Et donc, dans le cadre des mamans, ben, c'est le fait que les conjoints soient peut-être plus impliqués hein, que d'habitude dans le quotidien pour justement permettre la réussite hein, du projet professionnel de la personne qu'ils aiment. Hein, voilà. Si je peux le dire dans des termes c'est vrai, on a bien soigné, mais c'est vrai que tu as raison. C'est une vraie décision de couple ou de famille, en tout cas, parce que ça a des impacts, bien entendu, sur la vie perso. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil sur la thèse professionnelle? Il y a peut-être justement des étudiants actuels du MBA MCI qui se disent tiens, je vais aller voir le webinaire Alumni avec Marie-Laure Durier parce que ça m'intéresse justement de voir l'articulation entre la thèse professionnelle et ensuite ton projet de marketplace avec la beauté française. Mais là, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour bien se lancer dans sa thèse professionnelle? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Enfin, se lancer le plus tôt possible, prendre un sujet qui vous passionne ou que vous avez envie de creuser, en tout cas, parce que vous allez y passer énormément de temps. Surtout, contactez des gens. Vous verrez le nombre de personnes qui vont accepter de parler avec vous. Et bien sûr, préparez vos questions, prenez-leur 20 minutes, 30 minutes, mais ils vous accepteront et commencez à construire votre réseau comme ça. À la fin des entretiens, surtout, demandez à chacun de vous mettre en relation, la mise en relation. Il n'y a rien de tel dans le monde professionnel aujourd'hui. Il n'y a que ça qui fonctionne. Donc, demandez à chacun de vous mettre en relation avec quelqu'un d'autre ou de vous parrainer ou je sais pas comment on dit, mais la recommandation. La recommandation, voilà. Ça, c'est hyper important. Vous verrez qu'ils le feront et que vous allez découvrir des nouvelles personnes pour aller creuser d'autres sujets. Et puis, commencez à écrire tout de suite parce que vous verrez que c'est comme ça que vous avancez, que vous qu'on défait, qu'on refait, on passe son temps à faire ça en fait pendant la marketplace. Et je me rappelle de la pièce dans laquelle je m'étais mise finalement
à un moment donné, il faut quand même accélérer sa thèse. Et ma pièce était remplie de post-it de couleurs, hein, dans mes parties, pour pas oublier des points, pour creuser d'autres points. En fait, vous vivez tous les jours avec votre thèse. La nuit, vous pensez à certains sujets, et voilà. Et donc, pour pas les oublier, mais surtout, entourez-vous. Prenez pas, alors si un des sujets, c'est que moi j'aurais pu prendre une facilité comme mentor, parce qu'il vous faut un mentor pendant la thèse, j'aurais pu prendre quelqu'un de la beauté, j'avais voilà un réseau, et ben je suis allée chercher la difficulté, j'ai plutôt été chercher quelqu'un qui était dans les marketplaces, parce que dites-vous que mettez-vous des difficultés pour pouvoir avancer plus vite aussi et apprendre. Vous avez cette année pour tout emmagasiner, bah c'est le moment de tout donner et voilà et d'apprendre des autres. Une fois que le MBA est fini, quand vous recontactez des gens, on vous voit plus de la même manière. Vous êtes plus étudiant, vous êtes plus en train de faire une thèse. Les portes elles sont plus si faciles que ça parce que vous êtes plus vu comme un concurrent ou un potentiel concurrent. Donc c'est plus la même chose. Voilà. Donc ouais, alors, on l'a, ça c'est ta modestie hein, qui reprend le dessus, mais c'est vrai que bon, on a dit que tu étais chez Clarins au moment où tu as fait le MBA, mais avant d'être chez Clarins, tu étais aussi passé chez Guerlain avec des postes à chaque fois à responsabilité, avec des zones régionales, des équipes aussi à superviser. Donc c'est vrai que dans le secteur, en tout cas de la beauté, hein, tu avais avant de venir au MBA déjà un énorme réseau. Mais tout le challenge, tu nous l'as bien résumé, c'était justement d'aller chercher ce qui te manquait, c'est-à-dire l'expertise technique, la connaissance de la marketplace, et c'est ce que tu as très bien fait avec ta thèse professionnelle. D'ailleurs, est-ce qu'on peut la consulter, cette thèse professionnelle? Bah non, parce que au final ça s'est transformé en véritable business plan, voilà donc non elle est pas. Je partage avec tous ceux qui veulent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'appellent qui veulent se lancer dans le monde de la beauté. Je sais plus une de cette année qui se lançait dans l'influence, que j'ai orientée justement sur l'influence B2B. Qui n'existe pas et donc je l'ai connecté avec plein de personnes du milieu. Donc voilà, pour information, j'aide tous ceux qui font des thèses, mais que du MBA MCI. J'en ai beaucoup qui me contactent, mais il y a trop d'étudiants. Alors je donne le privilège, en tout cas, voilà. C'est le privilège, voilà, du hashtag MBA MCI. En tout cas, merci, merci Marie-Laure. Il y a Aminata dans le chat qui fait un petit commentaire sympa, qui dit c'est extraordinaire, j'aime bien l'énergie que tu dégages, Marie-Laure. Donc voilà, ça c'est un compliment qui t'est adressé. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'on aime bien l'énergie que tu dégages. Et peut-être que ce sera notre conclusion, si tu le veux bien. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui s'interrogerait sur le MBA-MCI et qui se dit tiens, j'ai vu le webinaire Alumi de Marie-Laure Durier, je suis allé me renseigner sur le MBA, je suis allé sur le site, voilà, je me pose vraiment des questions sur ce MBA, j'aimerais peut-être le rejoindre en octobre, on a également une rentrée en février. Voilà, quels seraient les conseils que tu pourrais donner à ces personnes? Moi, je dirais un mot, foncez. En fait, vous posez pas de questions, enfin, vous serez pas déçus. J'ai pas vu une personne sortir de ce MBA déçue. C'est un MBA qui se remet tout le temps en question, qui vit pas. C'est ce qu'on peut reprocher à certaines études où ça n'évolue pas. Là, je trouve que les profs, ils sont dans le monde professionnel, ils voient tout ce qui bouge et donc en fait, c'est un accompagnement de la vraie vie et de ce qui se passe vraiment sur le marché et pas des cours comment dirais-je, un peu statutaire ou écrit il y a 4 ans ou 5 ans. Et oui, c'est une matière vivante, hein, on est sur une matière vivante. Mais c'est la vraie force du MBA, de nous pousser toujours dans nos retranchements, mais sans jamais être seul, en fait. Parce que les IMCO qu'on fait, en fait, si on nous posait la question en étant tout seul, on aurait quand même des grands moments de solitude. Quand on est en groupe, voilà, on s'entraide les uns les autres. Donc, foncez, autant ce sera difficile, très apprenant, mais vous serez jamais seul en fait. Donc on apprend avec plaisir et on en sort mais tellement grandi. Vous l'avez bien compris avec Marie-Laure, que le projet professionnel il est central. Hein.
on rejoint le MBA MCI parce qu'en fait c'est une passerelle vers quelque chose et c'est à vous de définir quel est ce quelque chose. Même si évidemment au cours du MBA on va vous donner les outils pour pouvoir affiner, pour pouvoir construire pas à pas votre projet professionnel. Marie-Laure nous l'a bien dit, hein. T'es pas venu en disant je vais faire le MBA MCI pour lancer ma propre marketplace. C'est venu petit à petit, même si tu avais quand même cette fibre entrepreneuriale en toi. Et donc il s'est épanoui progressivement au MBA, et puis tu t'es lancé. Et après, tout ce que tu as construit jusqu'à présent, et c'est pas fini, le mérite t'en revient. Voilà. Il faut quand même le dire, c'est que bien sûr que le MBA a sa part de responsabilité et on est très content en tout cas d'avoir ce retour, mais c'est d'abord toi qui as travaillé, c'est d'abord toi qui as su trouver les outils et les ressources pour réussir. Et un MBA ou une formation pour les anciens qui veulent revenir et Et pourquoi pas pourquoi pas faire tu vois, en fait, tous les 5 ans, tu refais le MBA MCI. Alors, là où tu as raison, Marie-Laure, c'est que tous les 5 ans, le programme, je peux vous le garantir, il change. Hein. Ça, c'est clair. Moi, je l'ai fait en 2016, hein, le MBA MCI. Donc, toi, ça fait 8 ans. Je peux te dire qu'il y a énormément de choses qui ont changé à 8 ans, si ce n'est tout. Voilà. Mais ça reste le MBA MCI. Ça reste la même communauté. Et tu l'as dit, on est sur une matière vivante. Un énorme merci, Marie-Laure, d'avoir passé ce moment avec nous. Avec plaisir. Tu as des remerciements dans le chat également. Merci à tous pour votre écoute et puis bon courage pour ceux qui sont en cours pour leur thèse et la suite à venir. Et puis les autres, voilà, foncez, allez-y. Je suis à votre disposition si vous voulez creuser certains sur LinkedIn, points. Marie-Laure, sur LinkedIn, on peut te contacter sur LinkedIn. Hein. Bien sûr. Voilà. Alors surtout, vous connectez pas juste en mettant se connecter parce que voilà, mettez-moi un petit mot. Sinon, il y en a beaucoup que je refuse en fait. Je vois pas que vous êtes étudiant, je vois pas et voilà. Je veux pas être noyée de pub, voilà. Donc invitation personnalisée. Exactement. Voilà. Pas Bonjour long. Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. J'ai suivi votre webinaire Alumni, très intéressant. Je souhaiterais échanger avec vous. Voilà. Ou pas. Merci beaucoup Marie-Laure. Je te souhaite une excellente soirée. Merci à vous tous de nous avoir suivi. Si vous souhaitez que l'on se rencontre, eh bien écoutez, c'est possible dans 2 jours, puisqu'il y a un campus tour. Voilà, donc le De Vinci Executive Education organise à peu près, je crois, une fois tous les 2 mois. Vous avez un campus tour, donc vous pouvez venir donc visiter les locaux de l'école et puis venir aussi à la rencontre des directeurs et directrices de programmes. Et puis parfois il y a aussi des étudiants hein, qui viennent pour pouvoir échanger avec vous. Donc le prochain, c'est ce jeudi 21 mars, à partir de 18h, donc chez De Vinci Executive Education à Nanterre. Et je vous dis à bientôt sur les ondes du MBA MCI. À bientôt.